Bonjour tout le monde, bienvenue dans la saison 2 du Coup de Bigot, le podcast qui réconcilie les managers avec le management. Merci pour votre fidélité pendant la première saison. On lance la deuxième saison qui sera davantage orientée sur du collectif. Notre objectif, ça reste de vous fournir le maximum de cas concrets que vous puissiez réutiliser avec des outils activables qui correspondent à vos propres problématiques managériales au quotidien. Vous avez été nombreux à nous dire que ça correspondait exactement à vos attentes sur la saison 1. On espère que dans cette nouvelle saison, on aura à nouveau des cas qui vont vous servir beaucoup et qui seront très utiles au quotidien. Donc, je suis Yannick Bigot, fondateur de N48 Conseil, sociologue de formation, et j'espère que cette saison va vous plaire. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Coup de Bigot où j'ai le plaisir de recevoir Glenn Vigouroux. Bonjour Glenn. Bonjour Yannick. Tu vas bien ? Hyper bien. Hyper content d'être là. Glenn, tu co-diriges avec deux de tes associés une agence, on pourrait dire une agence de conseil digital, une agence de communication. Comment est-ce que tu qualifierais Tirefess ? Une agence social media spécialisée dans la food. Ok. Vraiment niché, de chez niché. Non, food, secteur agroalimentaire, pour ceux qui voudraient être au clair. Donc, en fait, vous accompagnez des entreprises du secteur agroalimentaire à construire leur communication, notamment leur communication digitale, c'est ça ? Exactement. Digital, même plus spécifiquement sur les réseaux sociaux, quoi. Ok. On veut vraiment être spécialisé, c'est déjà vaste comme sujet, puis c'est un sujet vraiment du moment, donc on voulait vraiment créer une équipe de spécialistes pour les marques de l'agroalimentaire. On a déjà reçu Thomas Tissot dans la première saison pour parler de management aussi. Donc, merci d'être là et d'être mobilisé. C'est le PDG. Le PDG est passé d'abord, normal. D'accord. Glenn, aujourd'hui, dans cet épisode-là, je te reçois pour le plaisir, mais aussi parce qu'il y avait un vrai sujet derrière, qui était un sujet de comment est-ce qu'on arrive à installer une cohésion, une cohérence entre les différentes équipes pour arriver à avoir une organisation qui soit fluide et performante, alors que vous avez des pôles finalement différents. Tu m'en dirais un peu plus ? Carrément. Mais c'est vrai que la problématique qu'on a pu avoir, c'est que on a grandi assez vite avec Tirefess. On a créé l'agence il y a 3 ans et demi. On est quasiment 40 personnes aujourd'hui, avec des pôles bien identifiés, avec 3 pôles principaux qui sont le social media, les community managers, ensuite la production, photographe, vidéaste, et ensuite la partie post-production avec les monteurs, graphistes, motion designers. Et on doit faire en sorte que ces 3 pôles fassent qu'un. Et c'est ça qui était difficile quand il y avait 2-3 personnes dans chaque pôle. C'était relativement simple, mais quand ils sont tous devenus à 15, il y a eu des difficultés qu'on a commencé à rencontrer. Puis nous, on a un enjeu dans nos valeurs. Une de nos grosses valeurs chez Tirefess, c'est l'excellence. Et pour que tout le monde soit au top niveau, il fallait qu'on puisse résoudre ces problématiques autour de la communication, du feedback, toutes ces problématiques-là qu'on a pu identifier, et puis qu'on a pu identifier aussi avec toi. Faut qu'on le dise, on travaille ensemble, ce qui nous a aussi permis, en tout cas, de nous ouvrir les yeux aussi sur des problématiques peut-être qu'on n'identifiait pas au bon endroit. Pour que tout le monde comprenne bien, ça veut dire que vous avez un client qui vous sollicite pour une campagne de communication, vous allez avoir un social media qui va affiner le besoin avec le client, vous allez ensuite avoir vous allez faire un brief. Okay. Brief après la partie post-production, la partie production, photographe, vidéaste. Okay. Ils vont créer le contenu, c'est-à-dire au début partie idéation, ensuite on donne vie à ces contenus. Okay. Production d'abord, post-production, puis ensuite la chaîne de valeur revient à la partie social media, okay, où il y a validation des contenus, puis envoi au client. Ok, ça veut dire qu'il doit y avoir une co-responsabilisation de l'ensemble du projet, que tout le monde doit s'en sentir finalement propriétaire. Ce qui n'est pas toujours évident quand en fait il y a une personne qui est face au client, et donc ça responsabilise de fait, parce que on n'a pas envie d'avoir un retour négatif du client, ce qui n'est pas le cas de la production et post-production. C'est-à-dire il n'y a pas de revers de la médaille direct, et ça amène aussi une problématique. Comment on fait prendre conscience que on peut pas mettre à défaut un de ses collègues, mais bon, quand c'est indirect, c'est pas toujours évident à faire comprendre. Ok, très clair. On va regarder au travers de Lencioni et au moins des 2 premiers étages de sa pyramide, on va regarder comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus. C'est assez fréquent dans les organisations qui
si on revient quelques années en arrière ou quelques dizaines d'années en arrière, les organisations fonctionnaient beaucoup en silo. Du coup, chacun réalisait ce qu'il avait réalisé et ça s'arrêtait. C'était, les sociologues diraient, c'était assez protecteur finalement. Aujourd'hui, on est dans des organisations qui sont plus interdépendantes, avec des équipes qui sont davantage interdépendantes. Et ça, on dit que ça force finalement dans les organisations la coopération. Et coopérer, c'est pas facile, parce que ça veut dire qu'il faut comprendre l'autre, il faut comprendre ce que sont ses enjeux, comment est-ce qu'il fonctionne, quelles sont ses contraintes, et pour ça, et partager soi-même ses propres contraintes et ses propres enjeux pour réussir à avoir une organisation qui soit fluide. Et c'est pas du tout évident, ça demande pas mal d'énergie et pas mal de travail. Donc c'est là où souvent les dirigeants ont tendance à essayer de résoudre le problème en posant beaucoup de process. En disant, finalement, on va poser un process, on va décrire un process qui va clarifier les zones de responsabilité. Ça, les sociologues diraient, c'est la partie structure de l'organisation. De dire, je mets un process, je mets un certain nombre de règles. Sauf qu'il y a une autre face à l'organisation, que sont effectivement les relations entre les individus, qui peuvent venir mettre finalement soit de l'huile dans les rouages, soit des grains de sable finalement. Et c'est peut-être ça qu'on va regarder, parce que je doute pas que vous ayez des process, mais dans une organisation, au-delà du process, de l'organigramme qui définit les rôles, les responsabilités, comment est-ce qu'on vient mettre de l'huile finalement dans les rouages et dans les relations entre les uns et les autres. Sachant que je sais que vous faites déjà pas mal de choses. Par exemple, vous avez une vraie culture du feedback pour se dire quand ça va et quand ça va pas. Tu veux nous en dire 2 mots ? Ouais, parce que c'est vrai quand on en a échangé ensemble, on avait une problématique autour de la communication. C'est-à-dire, on projetait beaucoup ce que l'autre pensait et pourquoi il avait fait ça. Et en fait, on se rendait compte que les gens se parlaient pas. Et donc, on a dû mettre en place cette notion de feedback, parce qu'on avait une valeur qui est importante aussi pour nous, qui est la bienveillance. Mais en fait, cette notion de bienveillance venait faire en sorte que plus personne se disait les choses. Alors que nous, notre gros enjeu, c'est l'excellence. Et donc, pour être excellent, il faut se dire les choses. Et des fois, c'est un peu difficile. Et donc, on a mis ce qu'on appelle, nous, du feedback 360. C'est-à-dire... je peux te faire du feedback, mais tu peux aussi me remonter du feedback, peu importe manager, pas manager. On se dit les choses et on avance. Avec bienveillance, bien sûr, mais il faut pas que cette notion de bienveillance fasse qu'on on se dit rien, quoi. Donc, nous, on a plutôt mis 2 valeurs en avant qui sont honnêteté et excellence, et au travers de ces 2 valeurs-là, on peut se faire les feedbacks nécessaires. C'est pas facile, c'est des fois dur, c'est dur à encaisser, parce que faut mettre son ego de côté. On a tous de l'ego, certains degrés. Yannick, t'en as plus que les autres, mais en tout cas, on a tous des égos différents, et pour autant, il faut réussir des fois à le mettre un peu de côté et savoir que l'autre nous fait un feedback pour qu'on vise l'excellence et pour que on soit demain la meilleure agence social media de France. T'as dit honnêteté et excellence, c'est ça ? Oui. Intéressant. Ouais. De grosses valeurs, là où il y avait la bienveillance qui était importante, parce que c'était notre identité, on aime bien être sympa, mais en fait on s'est rendu compte que fallait pas non plus que ça dérive vers une agence un peu molle, ce qu'on n'est pas du tout. Donc on a viré cette notion d'agence molle, et on a dit maintenant on va se dire les choses, on va avancer, on veut être les meilleurs. Il y a des sacrifices derrière, c'est Thomas que tu as reçu qui a vachement drivé ça, un peu comme on crée une équipe de sport de haut niveau, comment on fait pour que tout le monde soit à la bonne place et on puisse élever le niveau de chacun, quoi. Ambition Ligue des Champions, quoi, cette année. Carrément. Ouais. J'adore. Toujours le sens de la formule. En même temps, vous bossez dans la com. Exactement. J'invite les gens qui nous regardent à aller voir ce qu'est le logo de Tierfess, qui est quand même assez magique. Relativement simple, mais exactement. Explicite. Ouais. Alors, j'ai essayé de le reproduire plusieurs fois et je ne suis jamais arrivé avec ce niveau de talent-là. C'est clair. Si on essaye de zoomer un peu, je ne sais pas si tu vois de là la pyramide, tu ne dois pas réussir. Pas du tout, mais je peux dire oui si tu veux. Ouais, avec plaisir. Mais je le vois parfaitement. Ah, carré. Ouais, mais je la connais par cœur, Lencioni. Un bon ami de la famille, donc on a plus ou moins grandi ensemble, on pourra dire ça. J'adore. En gros, dans la pyramide de Lencioni qui définit la performance, finalement, ce que sont les comportements et les attitudes d'une équipe qui est une équipe performante, on va zoomer sur les deux premiers niveaux que sont la confiance et la confrontation. En fait, Lencioni il décrit ce que sont les leviers de fonctionnement d'une équipe et en même temps, il va regarder ce que sont les dysfonctionnements. Donc, il dit les 2 premiers dysfonctionnements d'une équipe, c'est le manque de confiance et la peur de la confrontation. Et c'est un peu ce que tu décris au début. Donc, en gros, si on regarde les 2 premiers niveaux, le premier niveau autour du manque de confiance, c'est que finalement, comment est-ce que ça va se voir dans une équipe qui a un manque de confiance? C'est que tout le monde va afficher de l'invulnérabilité. C'est dans une réunion d'équipe, souvent c'est dans un comité de direction ou dans une équipe native, enfin voilà,
comme chacun de tes pôles peut le représenter. Quand chacun évoque ces sujets, il va jamais évoquer ses difficultés et ses problèmes. Il va dire globalement tout va bien, ça fonctionne, ça roule. Ouais. C'est un premier signe que cette invulnérabilité là, c'est un premier signe que l'équipe ne se fait pas complètement confiance, parce que dans une équipe, typiquement comme vous trois, les trois dirigeants de Tierfest, il y a de la confiance entre vous. Du coup, chacun peut dire je suis en difficulté sur tel sujet. Il sait qu'il sera pas jugé par les autres. Exactement. Et il sait qu'il aura du soutien de la part des autres. Donc il y a un premier élément à toujours observer dans les équipes et dans les relations entre les équipes, c'est dire est-ce que déjà il y a de la confiance, est-ce que chacun évoque ses difficultés et pose effectivement sa vulnérabilité finalement sur la table. Donc ça c'est un premier sujet qu'il faut aller regarder. Juste sur ce premier sujet, je te coupe, mais parce que je pense que c'est vraiment important. On a l'impression que les gens se font confiance. Mais en fait, quand on creuse un peu, on a posé la question à tout le monde, à tous les salariés de Tierfest, on s'est rendu compte que les gens, au sein de chaque pôle, ils se faisaient confiance, mais plus ça montait, plus la confiance était difficile. Et donc, plus ça montait, c'est-à-dire plus on sort du pôle et qu'on est dans la discussion entre les pôles. Exactement. Alors, soit au même niveau, soit même vis-à-vis de nous, la direction. Et donc, on a dû aussi, nous, travailler sur cette notion aussi de vulnérabilité, quelque chose qu'on avait l'habitude de faire. On a eu l'habitude avec Benjamin et Thomas, mais aussi c'était simple, hein, c'est aussi mes deux meilleurs amis. Et donc, être vulnérable face à l'autre, c'était beaucoup plus simple. Et donc, montrer un peu notre exemple, c'est pour dire, voilà, comment nous, on travaille, comment on a amené, et comment vous aussi, sur le collectif managérial, puis après, à vos équipes, comment on fait pour être vulnérable. Et ça, c'est vrai que c'est difficile, parce que on a tous envie de se montrer fort et beau, mais la réalité, c'est que c'est pas toujours le cas. Et donc, ça, c'est une vraie culture aussi. De se dire, en fait, pour progresser, il faut réussir à savoir là où on n'est pas bon. Et c'est vrai que le feedback, en plus, là, est une vraie clé, quoi. Maintenant, ce qu'on répète chez Tierfest, je reprends tes mots, pas de feedback, pas de progrès. Ça, c'est quelque chose que c'est simple à comprendre. Et donc, c'est-à-dire un feedback, c'est pas là pour écraser l'autre, c'est plus pour l'aider à monter. On a coché en tout cas une bonne partie du premier niveau qui est autour de la confiance. Donc Exactement. Là, on voit bien que dans ce que tu es en train de décrire, la confiance, elle existe à l'intérieur d'une équipe, pas forcément entre les pôles. Ça veut dire qu'il y a un vrai sujet de comment est-ce qu'on se fait du feedback entre les différents pôles. On pose effectivement de la vulnérabilité, qu'on explique en partie ce que sont nos enjeux pour que Exactement. Ça se travaille entre ces pôles-là. Et je le répète, un vrai sujet, nous, qui était autour de la bienveillance, quoi. La bienveillance, des fois, faisait qu'on ne dit pas les choses à l'autre, on préfère bidouiller un peu de notre côté pour pas que ça se voit. Et en fait, ça fait à la fin un résultat qui n'est pas celui qui est forcément attendu. Le deuxième étage de la pyramide de Lencioni, c'est la peur de la confrontation. Et souvent, dans des équipes natives, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a une espèce d'évitement. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on voit qu'il y a une peur de la confrontation ? C'est qu'on a une espèce de fausse harmonie ou d'harmonie artificielle, par peur du conflit en réalité. Et que ça peut être pour deux raisons différentes. La première, c'est que je vais éviter que les autres viennent s'occuper de mon périmètre de responsabilité. Et le meilleur moyen d'éviter que les autres viennent s'occuper de mes affaires, c'est de pas m'occuper des affaires des autres. Donc, je ne vais pas aller sur le périmètre des autres. Et la deuxième raison, c'est qu'on a tout simplement peur, effectivement, du conflit ou de l'affect et que, en évoquant un sujet problématique ou un sujet de difficulté sur lequel l'entreprise devrait progresser, on va créer du conflit, on va créer de la tension entre les autres et qu'on préfère l'éviter. Donc, en réalité, il faut beaucoup, dans des organisations, se méfier de réunions qui sont trop harmonieuses et qui sont trop finalement on se dit pas les choses, quoi. On se dit pas les choses, exactement. Ouais. Or, il faut chercher à ce qu'on puisse le faire. Donc, les bons moyens, c'est travailler d'abord sur les enjeux entre les uns et les autres, de se dire finalement quels sont les enjeux de Martine, quels sont les enjeux de Jean-Jacques à l'échelle de son périmètre, ses enjeux personnels, pour effectivement pouvoir travailler sur ces sujets-là et se dire finalement de poser les choses. Et puis, le deuxième élément, c'est de s'obliger à analyser toutes les difficultés qu'on rencontre et de les analyser collectivement. Il y a eu un problème sur tel pôle, on fait partie de la même organisation, il n'y a pas que les gens de ce pôle-là qui peuvent se prononcer sur pourquoi ça n'a pas bien fonctionné, il y a tous les autres qui ont une responsabilité d'avoir un avis sur le sujet. Et normalement, dans un comité de direction ou dans une équipe qui fonctionne correctement, on peut se prononcer sur ce que fait l'autre, sur ce que font les autres, sur leur niveau de performance, parce qu'on cherche toujours à obtenir un niveau de performance qui est meilleur, et donc il faut avoir une forme de regard critique. Et tous les secteurs d'activité sont pas du tout équivalents sur ce sujet-là. Clairement. Mais c'est vrai que là-dessus, on a eu, nous, des gros sujets, même
alors au sein de notre collectif managérial, où c'était comment on se confronte avec bienveillance, mais comment on se dit les choses. Et des fois, c'est à la crainte de comment c'est reçu. Est-ce que demain, s'il m'en fait lui à l'inverse, comment moi je vais le recevoir. Donc c'est vrai que très vite, on peut tomber là-dedans et c'est problématique. Et même nous, au niveau de la direction, quand on fait un feedback, comment c'est reçu? Est-ce qu'on va pas pousser la personne à être moins heureuse chez Tierfest? On a envie que les gens s'épanouissent, on a envie que les gens soient bien, viennent avec le sourire. Et donc des fois, on a aussi un peu cette crainte-là. Donc il faut réussir à l'amener, je pense, à l'expliquer, avoir une communication globale et puis aussi interpersonnelle sur les différents sujets. Mais j'aime bien aussi cette notion d'enjeu, que les enjeux soient clairs. On sait que c'est pas une attaque personnelle. On met les formes, mais on se dit les choses. Et après, le troisième étage dont on parle dans un autre épisode, c'est de bien clarifier l'engagement collectif. Comment est-ce que ça se matérialise et de bien être aligné à l'intérieur des différentes équipes sur qu'est-ce qu'on cherche à atteindre comme résultat et comment est-ce qu'il faut faire pour atteindre ce résultat-là, pour être sûr qu'on va dans la même direction, le risque étant souvent d'avoir une équipe qui a ses propres objectifs, qui va dans une direction, une autre équipe qui va dans une direction un peu différente et que finalement, on n'atteigne pas la synergie de ces deux équipes-là. Donc c'est bien de clarifier comment est-ce qu'on va dans le même sens et quand une équipe doit dire, ok, je me sacrifie un peu et du coup, je rends du budget à l'autre ou je rends des ressources à l'autre pour l'aider effectivement à atteindre ses objectifs parce qu'ils sont plus critiques pour l'entreprise, c'est comment est-ce qu'on organise ce truc-là. Ça, c'est le troisième étage qu'on traite dans un autre épisode avec... qui est pas évident non plus. C'est plus simple souvent de créer des objectifs par pôle. Pour autant, nous, on a un objectif commun qui est la satisfaction client, qui est l'objectif interpôle. Et pour autant, c'est vrai que quand tu es en confrontation directe du client, c'est beaucoup plus simple de le comprendre, mais c'est encore une fois la difficulté qu'on peut avoir des fois sur des pôles de production qui sont pas en rapport direct. Donc là, il y a aussi beaucoup de communication à avoir. Dans les bonnes pratiques qui sont assez importantes chez vous, il y a un truc autour de la transparence qui est assez clé dans vos valeurs. Est-ce que tu veux nous en dire un mot de ce que vous pratiquez là-dessus pour inspirer les gens qui nous écoutent? L'enjeu, nous, autour de la transparence, c'était surtout autour de l'honnêteté. Comment on fait pour dire ce qu'on pense, c'est-à-dire être aussi honnête, dire ce que tu as fait là, souvent tu l'expliques, ça a créé ça chez moi, pourquoi. Donc gros enjeu autour de la communication et puis aussi une vraie transparence sur ce qu'on ressent et comment on fait évoluer les choses. Ça on avait beaucoup de sujets autour de ça, c'est-à-dire des ressentis qui n'étaient pas exprimés, donc qui venaient un peu créer des difficultés au sein de la structure. Puis la transparence, elle est aussi liée au niveau, nous, au sein de la direction, comment on fait aussi pour être transparent sur des choix stratégiques, sur nos enjeux, comment on fait pour communiquer beaucoup plus, parce que on était tombé dans un écueil qui était de se dire, on réfléchit de notre côté et ensuite on vient le pousser à tout le monde. Mais en fait, on se rendait compte que c'était pas toujours la bonne manière. Donc maintenant, on inclut aussi beaucoup plus les équipes dans ce travail-là. Et donc cette transparence, elle est vraiment à tous les niveaux, que ce soit de la communication, que ce soit de la structuration, sur tous ces enjeux-là. Puis après aussi, comme tu le disais, beaucoup de temps, on essaye d'avoir des process les plus simples possibles, peu de réunions, mais en tout cas, quand on a des enjeux de réunion, qu'elles soient bien claires et qu'on sache tous aussi les enjeux, ça, c'est un élément qui est hyper important. Si on doit, on arrive à la fin de notre épisode. Là, si tu devais dire avec quoi tu repars, c'est quoi les éléments un peu de plan d'action ou de prochains éléments que tu mettrais en œuvre? Tu retiendrais quoi? Avant que je résume pour les gens qui nous écoutent. C'est un peu tronqué parce qu'on a déjà eu cet échange avant, donc on a déjà mis, nous, pas mal de choses, cette culture du feedback. On l'avait pas de façon autant radicale avant d'échanger ensemble. Donc nous, on a eu un séminaire là, justement, où on a travaillé autour de ces deux valeurs, honnêteté et excellence. Et donc, on a fait un travail en tout cas, j'ai trouvé bénéfique. Souvent, on fait des ateliers, on met tout le monde en petits groupes. Mais là, en fait, on a dit, on va se mettre tous autour de la table parce qu'on est tous concernés. Et on a eu un échange comme ça où tout le monde a pris la parole, on a créé un climat de confiance. Et ça, j'ai trouvé que c'était hyper bénéfique. Tout le monde en est ressorti en ayant eu le sentiment d'avoir été écouté, même des fois des pôles qui ont moins ce sentiment d'être écoutés. Donc ça, j'ai trouvé ça aussi hyper bénéfique. Revenir à des choses simples. Se dire les choses, pas obligé de faire 15 réunions pour arriver à une conclusion qu'on a peut-être pu avoir en 10 minutes. Et tout ça vient aussi avec toutes les notions qu'on a vues, avoir confiance, mais
Ça paraît simple quand on le dit, c'est des fois pas si simple dans des organisations qui grandissent vite. Pour autant, voilà, avec revenir un peu au basique, je trouve que c'est ce que je retiens souvent de nos échanges. Hein. Quand on écoute tes podcasts, on se rend compte que déjà avec 4-5 outils, on arrive à être meilleur. Souvent, on te fait le reproche de dire « Yannick, tu nous répètes toujours les mêmes outils ». Mais au fond, en les appliquant, on arrive à faire une grosse différence. Moi, qui n'était pas du tout un manager dans l'âme, j'ai eu le sentiment d'énormément progresser en me disant « Yannick, il ferait comment ?» Voilà, ok, il prend cet outil, il le place là et ça fonctionne bien. Donc, appliquer les 4-5 outils, écouter tous les podcasts et revenir un peu aux basiques, aux choses simples. Et voilà, cette notion d'avoir une ou deux valeurs fortes et voir comment on arrive à aligner tout le monde en ce sens, quoi. Revenir aux choses simples, ça rappelle une pub dans l'univers de la food, je crois, non ? Exactement. Quelque chose autour de ça. Donc, si on résume un peu ce qu'on vient de se dire, il y a quelque chose qui est effectivement bien fait chez vous et que probablement les autres peuvent répliquer. Travailler autour de la culture du feedback, avoir effectivement des vrais rituels et travailler sur la transparence, forcément, effectivement, ça joue sur cette culture de la collaboration. Bien avoir en tête que en réalité, dans nos organisations, la coopération est presque obligatoire et que coopérer pour les individus, c'est pas facile, ça nécessite des vrais efforts. Et si on reprend dans la pyramide de Lencioni, les 2 premiers étages, de se dire, pour développer la confiance, il faut vraiment travailler sur le feedback entre les uns et les autres. Et il faut effectivement pas hésiter à afficher ses difficultés. Et c'est un bon indicateur pour un manager de se dire, si personne n'affiche sa vulnérabilité à l'intérieur de mon collectif, ça veut probablement dire qu'il n'y a pas suffisamment de confiance, il faut y travailler. Et le deuxième niveau, c'est de se dire, pour avoir une vraie confrontation bienveillante, il faut mettre les vrais sujets sur la table, partager ces enjeux entre les uns et les autres, et vraiment se forcer à analyser les situations difficiles en s'exprimant aussi sur les sujets des autres et de pas se limiter à s'exprimer sur ses propres sujets, mais que normalement on doit tous avoir un avis sur tous les sujets. Si déjà on fait effectivement tout ça, on doit avancer dans la coopération entre différentes équipes. Exactement. Beaucoup plus agréable en plus de travailler quand tout ça est mis en place, de se dire que les gens se disent les choses et qu'il n'y a pas de non-dit, beaucoup plus simple. On arrive au terme de l'épisode. Merci Yannick. Merci beaucoup Glenn, à très bientôt. Un plaisir. Et merci et rendez-vous dans un prochain épisode du Coup de Bigot. Merci d'avoir écouté et visionné ce podcast. S'il vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner. Et vous pouvez également mettre une note 5 étoiles sur votre plateforme favorite. Si vous rencontrez vous aussi une situation managériale sur laquelle vous souhaitez un regard nouveau, n'hésitez pas à me laisser un message sur LinkedIn ou sur Instagram et j'aurai le plaisir de vous recevoir dans les mêmes conditions dans le podcast pour l'analyser ensemble et le partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.